Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le rire de Julien, ce rire cristallin qui avait autrefois fait fondre mon cœur, mais qui, à cet instant, résonnait comme un glas funèbre dans les ruelles sombres de Montmartre. J'étais affalé sur le pavé humide, le goût métallique de la mort sur la langue, et je me suis dit, c'est fini, Élise, 28 ans pour rien, trahie par l'homme que j'aimais et par la sœur que je protégeais. Puis, dans un flash aveuglant, tout s'est effacé, non, pas effacé, réécrit. J'ai ouvert les yeux, et au lieu de l'asphalte froid, c'était la chaleur étouffante de mon lit conjugal, le 15 juillet 2023, exactement 2 ans avant ma chute fatale du toit de l'Opéra Garnier. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était plus la panique de l'agonie, c'était l'adrénaline pure de la renaissance. J'ai tendu la main vers la table de nuit, et là, au lieu du revolver que Julien m'avait glissé dans la paume pour me soulager de mes tourments, il n'y avait que mon alliance en or blanc, ternie par les années de mensonges. Julien dormait encore à mes côtés, son souffle régulier comme un métronome de l'hypocrisie, et je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis notre mariage en 2018 sous les arches de Notre-Dame, avant que les échafaudages de la Restauration ne deviennent un symbole ironique de nos vies fissurées. « Tu vas payer » ai-je murmuré dans le silence de l'aube parisienne, filtrant à travers les volets de notre appartement haussmannien du Marais. Tous autant que vous êtes. Les souvenirs affluaient comme un torrent de scènes en crue. Dans ma vie précédente, ou devrais-je dire, dans cette boucle infernale que le destin m'avait infligée, j'avais tout sacrifié pour eux. Fille d'un modeste libraire du quartier latin, j'avais gravi les échelons de l'édition chez Gallimard, devenant l'éditrice star des romans noirs qui faisaient frémir les salons littéraires de Saint-Germain-des-Prés. Julien, mon mari, était un avocat ambitieux, spécialisé dans les fusions-acquisitions, avec un cabinet rue de Rivoli qui puait l'argent facile et les pots de vin discrets. Et Claire, ma petite sœur, la fragile Claire aux yeux de biche, que j'avais sortie de l'enfer d'une enfance chaotique après la mort de nos parents dans un accident de métro en 2015. J'avais payé ses études à la Sorbonne, ses soirées folles au bain-douche, ses dettes de jeu au casino de Paris. Et qu'avait-il fait en retour? Il m'avait tué. Pas d'un coup de feu direct, non, ils étaient trop malins pour ça. Un empoisonnement lent, des rumeurs savamment distillées dans les cercles éditoriaux pour me faire passer pour une hystérique kleptomane, un faux suicide orchestré sur le toit de l'opéra où j'avais l'habitude de m'isoler pour réfléchir à mes manuscrits. Julien avait hérité de tout, mon appartement, mes droits d'auteur, et même Claire, qu'il avait épousée 6 mois après ma disparition tragique. Mais maintenant, j'étais de retour. Pas par miracle divin, non, je n'étais pas du genre à prier Sainte Geneviève dans les catacombes. C'était comme si l'univers, lassé de l'injustice, m'avait renvoyé en DVD remasterisé, avec toutes les scènes coupées et les sous-titres en évidence. Le 15 juillet 2023, jour de mon 26e anniversaire, ironie du sort, car dans l'autre timeline, c'était précisément ce jour-là, 2 ans plus tard, qu'il m'avait offert les papiers de divorce comme cadeau surprise lors d'un dîner au Fouquet's, avant de m'achever. J'ai glissé hors du lit, pieds nus sur le parquet craquant, et je me suis approché de la fenêtre donnant sur la place des Vosges. Les fontaines gazouillaient, indifférentes à ma fureur naissante. D'accord, ai-je pensé. Jouons le jeu. Mais cette fois, c'est moi qui distribue les rôles. Le petit déjeuner fut un chef-d'œuvre de comédie. Julien s'est réveillé avec son sourire Colgate, m'embrassant sur la tempe comme si rien n'avait changé. Joyeux anniversaire, ma chérie. Ce soir, on fête ça avec Claire au train bleu. J'ai réservé une table privée. Sa voix était mielleuse, imprégnée de ce parfum Chanel qu'il volait dans ma coiffeuse pour ses réunions tardives. J'ai souri en retour, un sourire qui, dans ma tête, cachait des crocs. Magnifique, mon amour. J'ai hâte. Claire est arrivée peu après, essoufflée d'avoir couru depuis son studio à Bastille, un bouquet de roses fanées à la main, celle qu'elle avait déjà offerte l'année d'avant, dans l'autre vie, avant de les piétiner symboliquement après ma mort. Serette. 26 ans, déjà? Tu restes toujours ma grande héroïne. Elle m'a serré dans ses bras, et j'ai senti l'odeur de son parfum bon marché, mêlée à celle d'un amant inconnu, probablement l'un des sbires de Julien, car je savais maintenant qu'il complotait depuis des mois. La journée s'est écoulée dans un tourbillon fin de normalité. J'ai feint l'enthousiasme pour un manuscrit que je lisais au bureau, un polar sur la vengeance à la Victor Hugo, mais mon esprit bouillonnait de plans. Le premier pas, fouiller les secrets. Dans l'autre timeline, j'avais découvert trop tard les preuves des emails codés sur le laptop de Julien, des virements suspects vers des comptes offshore à Monaco, et le rôle de Claire comme taupe, rapportant mes moindres faiblesses à son beau-frère amant. Cette fois, je n'attendrai pas. À la pause déjeuner, au café de Flore,
j'ai commandé un café noir et ouvert mon téléphone. Pas le mien, celui de Julien, que j'avais discrètement cloné la veille dans l'autre vie, mais que j'allais simuler ici. Attends, non, je n'avais pas encore les outils. Il me fallait agir vite. Ce soir-là, au train bleu, sous les lustres art nouveau de la gare de Lyon, l'ambiance était électrique d'une fausse joie. Les serveurs en queue de pie glissaient comme des ombres, et Julien leva son verre de champagne d'homme Pérignon. À Élise, la femme de ma vie, qui illumine Paris plus que la tour Eiffel. Les rires fusèrent, Claire battant des cils avec une innocence feinte. Mais sous la table, ma main tremblait légèrement en pas de peur, mais d'anticipation. C'est alors que je l'ai fait, j'ai glissé dans la poche de Julien un petit mot, plié en triangle comme au lycée. Rendez-vous ce soir, 23h, sur le toit de l'Opéra. J'ai quelque chose à te dire. Élise. Il ne le verrait que plus tard, quand je l'y-attirerais pour un rendez-vous romantique. Dans l'autre vie, c'est là qu'il m'avait poussé. Cette fois, ce serait son tour de contempler le vide. La nuit tomba comme un rideau de velours noir sur la capitale. Paris bruissait de ses secrets, les klaxons des taxis sur les Champs-Élysées, les murmures des amants dans les alcôves du Moulin Rouge. Je marchais seul vers l'Opéra Garnier, mon cœur cognant un rythme de valse macabre. J'avais laissé un message vocal à Claire, l'invitant à nous rejoindre pour une surprise. Elle viendrait, bien sûr curieuse, avide. Julien fut le premier, ponctuel comme un avocat à son audience. Élise ? Qu'est-ce que c'est que cette folie ? Le toit, à minuit. Sa voix était agacée, mais ses yeux brillaient d'un éclat possessif. Je me suis approché, feignant la vulnérabilité, les larmes aux yeux. Julien, j'ai trouvé des choses. Sur nous. Sur Claire. Il s'est figé, et j'ai vu le masque craqueler, la sueur perlait sur son front malgré la brise tiède. C'est à ce moment que Claire émergea des escaliers de service, son téléphone à la main, prête à filmer le saut comme dans l'autre timeline. Élise, qu'est-ce qui se passe ? Sa voix chevrotait, mais je connaissais ce ton, celui de la trahison calculée. J'ai reculé vers le bord, le vide béant sous moi, 30 mètres de chute libre vers l'avenue de l'Opéra. Vous m'avez tout pris, ai-je dit calmement, ma voix portant comme un monologue de Racine. L'argent de mes parents, que j'ai investi dans ton cabinet, Julien. Les manuscrits que j'ai signés de ton nom pour booster ta carrière d'écrivain fantôme. Et Claire. Oh, Claire, les nuits où tu m'as volé mes amants, mes idées, ma vie. Ils échangèrent un regard, ce regard complice qui m'avait tué. Le vent hurlait, et Julien avança, main tendue. Chérie, tu délires. Descends, on en parle. Mais je souris, ce sourire que j'avais répété dans le miroir toute la journée. Non. Cette fois, c'est vous qui descendez. D'un geste fluide, j'ai sorti de mon sac le dossier opale et papier de divorce, pas encore. Les preuves, impression de mai, relevé bancaire photocopié ce matin même au bureau, grâce à un contact discret à la BNP Paribas. Faux en écriture, escroquerie, et pire, le chèque que tu as fait signer à mon nom pour ton amante russe, Julien. Et toi, Claire, les photos avec lui, datées d'il y a 6 mois. Le choc les figea. Claire pâlit, Julien jura en français châtié. Mais je n'en avais pas fini. Le vrai cadeau vint alors, un appel anonyme que j'avais programmé via un burner phone. La police débarqua en sirène hurlante, alertée par un signalement de suicide imminent. Les agents en gilet pare-balles escaladèrent le toit, menottes prêtes. Madame, reculez. Julien tenta de fuir, mais je l'attrapai par le col. Pas si vite, mon amour. Dans l'autre vie, vous m'avez poussé. Ici, c'est la loi qui vous attrape. Claire hurla, s'effondrant en sanglots théâtraux, mais trop tard. Les menottes claquèrent, et tandis qu'on les emmenait, je restais là, dominant Paris comme une reine vengeresse. Pourtant, ce n'était que le début. La revanche n'est pas un sprint, c'est un marathon de l'âme, et j'avais 2 ans pour savourer chaque kilomètre. Le lendemain matin, les journaux titraient « Drame sur le toit de l'Opéra, complot familial déjoué ». J'ai ri en sirotant mon café au Ritz, sachant que le vrai scandale n'avait pas encore éclaté. Julien et Claire étaient en garde à vue, mais leurs avocats aux ironies, les miens d'un temps en plaideraient l'innocence. Il me fallait plus, exposer le réseau. Car derrière eux, il y avait les puissants, un député UDR aux connexions mafieuses, un éditeur véreux qui avait volé mes droits sur un best-seller. Ma renaissance n'était pas un cadeau, c'était une arme.
Les jours suivants furent un balai de faux-semblants. À mon bureau chez Gallimard, mes collègues me félicitaient pour avoir sauvé ma peau, mais je voyais les regards en coin où certains étaient complices, nourris au ragot de Claire. J'ai commencé par nettoyer un déjeuner avec mon patron, un certain monsieur Lefebvre, où j'ai glissé des allusions subtiles sur les fuites internes. Élise, ma chère, vous semblez changer. Plus. Affirmait. Son sourire était carnassier, mais je lui rendis l'appareil. C'est l'air de Paris, monsieur. Ou peut-être les fantômes qu'on laisse derrière soi. Ce soir-là, j'ai piraté son agenda au nom, pas piraté, j'ai utilisé les codes que je connaissais de l'autre vie, quand j'étais encore naïve. Bientôt, les premières fissures apparurent. Un article dans Le Monde, Affaire Garnier, l'avocat Julien Moreau impliqué dans un scandale financier. Les détails suintaient comme du pu, les fonds détournés de mes royalties pour financer des campagnes électorales illégales. Claire, présentée comme la maîtresse repentante, balbutiait des excuses à la télé sur France 2, mais ses yeux trahissaient la haine. J'ai regardé l'interview depuis un bar à vin du VE arrondissement, un verre de Sancerre à la main, et j'ai trinqué à l'écran. À ta santé, petite sœur. Tu vas en avoir besoin. Mais la trahison allait plus profond. Dans l'autre timeline, j'avais échu un crime que je n'avais pas commis, l'accusation de plagiat sur mon roman Ombre de la Seine, que Claire avait saboté en plantant des passages volés d'un auteur russe. J'avais perdu mon poste, ma réputation, et fini par signer les papiers que Julien me tendait ce fatidique anniversaire. Cette fois, j'inversais les rôles. J'ai contacté l'auteur russe, un certain Ivanov, via un email anonyme depuis un cybercafé près de la Sorbonne. Monsieur, j'ai des preuves que votre travail a été utilisé sans crédit par une certaine Claire Duval. Intéressé par une collaboration? Sa réponse fut prompte, envoyez tout. Le twist mineur vint une semaine plus tard, lors d'une audience préliminaire au palais de justice. Julien, menotté mais impeccable en costume Armani, me lança un regard d'acier depuis le banc des accusés. Tu vas regretter ça, Élise. Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. Je me suis levé, sereine dans ma jupe crayon noir, et j'ai murmuré assez fort pour que l'avocat général entende, « Oh, si, mon cher. J'ai une idée très précise. » Dehors, la presse grouillait comme des mouches sur un croissant oublié. Un flash m'a prise, dans l'autre vie, c'est moi qui étais traîné dans la boue ici, accusé de folie. Maintenant, j'étais la veuve vengeresse, et Paris m'adorait. Pourtant, au fond de moi, une ombre persistait. Étais-je vraiment revenu pour la justice, ou pour la destruction totale? Les nuits étaient hantées par des rêves où je les voyais tomber, mais aussi moi-même, emporté par la spirale. Non, me disais-je, en allumant une gauloise sur mon balcon donnant sur la Seine. C'est eux qui paieront. Le premier 1000 mots de ma revanche étaient écrits, il en restait 4000 à verser en encre noire. Les mois suivants s'étirèrent comme un automne interminable sur les boulevards haussmanniens, où les feuilles mortes tourbillonnaient sous un ciel de plomb, miroir de mon humeur vénéneuse. J'avais quitté l'appartement du Marais trop chargé de souvenirs empoisonnés pour un loft anonyme à Belleville, quartier bohème où les artistes masquaient leurs plaies sous des graffitis criards. De là, j'orchestrais ma toile d'araignée, fil après fil, tissant les mensonges qu'ils avaient ourdis contre moi en un linceul pour les étouffer. Julien était libéré sous caution, 1 million d'euros payés par ses amis haut placés, et Claire s'était terrée dans un hôtel miteux près de Pigalle, pleurnichant sur les réseaux sociaux avec des selfies larmoyant légendées injustice familiale préformeux. Pathétique. Mais je savais que c'était une feinte, elle préparait son contre-coup, comme dans l'autre vie, quand elle avait vendu une interview exclusive à Paris Match pour révéler ma jalousie maladive. Mon premier coup d'éclat fut littéraire, car après tout, les mots sont des dagues plus affûtées que les couteaux. J'ai repris Ombre de la Seine, ce roman que j'avais agonisé à écrire en 2022, inspiré par nos promenades nocturnes le long du fleuve, Julien et moi, quand l'amour n'était pas encore pourri. Mais au lieu de le soumettre à Gallimard, j'ai auto-édité une version revue, le protagoniste n'était plus une éditrice tourmentée, mais un mari infidèle et une belle-sœur manipulatrice, transposée en caricature à peine voilée. Julien Moreau devenait Jules Mortier, avocat corrompu, Claire Duval, Clara Duvel, séductrice toxique. Les chapitres suintaient de détails intimes, la tache de vin sur l'épaule de Julien, la cicatrice au genou de Claire d'une chute d'enfance que seule une sœur connaissait. Publié sur Amazon un mardi pluvieux d'octobre, il grimpa dans les charts en 24 heures, boosté par des faux comptes que j'avais créés via un VPN bruxellois. Les réactions fusèrent comme des coups de tonnerre. Un tweet viral de @liparis, ce roman est un scandale.
Fictif ou pas, ça pue le vrai. Ombre de la scène. Puis, l'inévitable, Julien porta plainte pour diffamation, son cabinet bondé d'avocats zélés. L'audience au tribunal de grande instance de Paris fut un cirque. Assise au fond de la salle aux lambris sombres, j'observais, un sourire de Mona Lisa aux lèvres. Son avocat, un raté bedonnant nommé Duval ou ironie du nom, tonitruait, Madame Lemoine a fabriqué une vengeance personnelle sous couvert d'art. C'est un outrage. Mais quand vint mon tour, je me levai, voix claire comme une sonate de Debussy. Monsieur le juge, la fiction s'inspire de la vie. Et si la vie de Monsieur Mortier ressemble tant à celle de mon ex-mari, n'est-ce pas lui qui devrait s'inquiéter? La salle rit, étouffée, et le juge, un vieil hibou aux lunettes pincées, ajourna l'affaire pour enquête complémentaire. Victoire mineure, mais le poison coulait. Entre-temps, j'avais tissé des alliances imprévues. Ivanov, l'auteur russe, s'avéra un allié vorace. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot obscur de la butte aux Cailles, où les murs suintaient d'humidité et de confidence. « Élise, vous êtes une louve » me dit-il en levant un verre de vodka pur, ses yeux gris comme la Volga. Il apporta ses propres preuves, des enregistrements de Claire négociant les droits de son roman Une nuit de Moscou pour une misérable avance, en promettant de le français sans crédit. Ensemble, nous publiâmes un communiqué conjoint sur le Figaro littéraire, plagiat avéré, la famille Duval-Moreau au cœur d'un scandale éditorial. Claire fut virée de la Sorbonne le lendemain, son poste d'assistante pédagogique réduit en cendres. Elle m'appela, voix brisée, Serette, pourquoi? On était si proches. Je raccrochai sans un mot, mais intérieurement, je jubilais. Proche? Tu m'as poignardé dans le dos, avec le couteau que je t'ai offert. Le vrai mécène du mal, cependant, était plus insaisissable, le député Laurent Voss, UDR, avec son sourire de requin et ses discours enflammés à l'Assemblée sur la moralité républicaine. Dans l'autre timeline, Julien avait canalisé mes fonds au héritage de papa, 200 000 € en livres rares revendus aux enchères de Drouot vers les caisses noires de Voss, en échange de protection judiciaire. Voss avait même assisté à mon suicide, toquant un cigare sur le toit comme pour saluer la chute. Cette fois, je l'ai pisté comme un limier, téling discret en métro ligne 1, photo volée lors de ses dîners au laser. Un soir de novembre, sous une pluie battante qui transformait les avenues en miroirs brisés, je glissai un paquet anonyme dans sa boîte aux lettres de l'avenue Foch, des copies des virements, signés de mon nom falsifié, avec une note, la veuve se souvient. Rendez-vous au Père-Lachaise, minuit, tombe de Jim Morrison. Ou tout par à Mediapart. Il vint, bien sûr, flanqué de 2 gorilles en costard. Le cimetière était un labyrinthe de marbre et de fantômes, la lune filtrant à travers les ifs comme un projecteur théâtral. Madame Lemoine, quel est ce cirque? Voss cracha, son cigare rougeoyant comme un œil maléfique. Je sortis de l'ombre, parapluie noir en main, une silhouette de film noir. Pas de cirque, monsieur le député. Juste un rappel, vous avez financé votre réélection sur le dos d'une morte. Et maintenant, elle respire. Ces gorilles avancèrent, mais je levai mon téléphone, livestream vers un hacker ami, un geek de Nanterre que j'avais recruté pour 500 €. Un clic, et vos petites orgies avec des mineurs atterrissent sur France Info. Voss blêmit, j'avais bluffé, mais il mordit à l'hameçon. Que voulez-vous? Rien. Sauf que Julien pourrisse en prison, et que Claire disparaisse de ma vue. Oh, et un don anonyme à une association pour femmes battues. Appelez ça ma thérapie. Il accepta, grognant comme un sanglier blessé. Le lendemain, les fuites commencèrent, article dans Libération sur les liens troubles de Voss avec Moreau. Julien, sentant le vent tourner, tenta le chantage. Un email de sa cellule provisoire, si tu ne retires tout, je révèle ton secret l'avortement que tu as caché en 2019, après notre fausse couche. Je ris, amer. Dans l'autre vie, c'était mon talon d'Achille, la douleur que Claire avait exploitée pour me faire passer pour instable. Mais cette fois, j'avais anticipé. Réponse, révélez-le. Paris adore les tragédies. Et toi, tu seras le méchant. Puis, j'envoyai à un tabloïd People une version édulcorée, Élise Lemoine, le deuil secret d'une éditrice. Sa fidèle une icône, pas une folle. Noël approcha, et avec lui, une trêve illusoire. Paris s'illuminait de guirlandes sur les champs, mais mon cœur restait de glace. Claire tenta une réconciliation larmoyante devant chez moi, Noël au point, un vin chaud fumant. Laisse-moi entrer, Élise. On peut tout arranger.
Je l'ai laissée franchir le seuil, curieuse de son jeu assise sur mon canapé Ikea, entourée de piles de manuscrits, elle déballa son speech, regret, promesse, c'était Julien qui m'a forcé. Je l'écoutais, hochant la tête, puis, tu sais, Claire, dans une autre vie, je t'aurais cru. Ses yeux s'écarquillèrent. Autre vie? J'ai souri. Oublie. Mais signe ça. Un papier, renonciation à tout héritage, aveu écrit de ses mensonges. Elle signa, tremblante. Le matin de Noël, elle trouva la police à sa porte pour détournement de fonds familiaux. Mon cadeau à elle. Pourtant, au milieu de cette danse macabre, une fissure en moi, la solitude. Pas de famille, plus d'amis, j'avais coupé les ponts avec tous, de peur des traîtres. Seul avec mes livres, je me surprenais à pleurer sur Proust, cherchant à la recherche un sens à cette boucle vengeresse. Était-ce la justice, ou juste la haine recyclée? Le deuxième millier de mots s'achevait sur cette interrogation, tandis que la neige tombait sur Belleville, effaçant les traces de sang invisibles. L'hiver 2024 mordit Paris de ses crocs gelés, transformant la ville en un décor de polar mauriacien, où chaque souffle de vent charriait des non-dits plus lourds que la brume sur la Loire. Mon plan avançait, mais comme dans tout bon roman, les ombres s'allongeaient, et les alliés se révélaient des Judas en sursis. Julien, incarcéré à Fresnes en attente de son procès pour fraude, m'envoyait des lettres manuscrites, un flot d'encre bleue suppliante, Élise, m'amuse, souviens-toi de nos nuits à Saint-Tropez, du sel sur ta peau. C'était un malentendu, un délire passager. Je les brûlais une à une dans mon évier, observant les flammes lécher le papier comme des langues de serpent. Passager? Il avait comploté ma ruine pendant 2 ans, filant nos économies vers des comptes à Genève, tout en couchant avec Claire dans notre lit conjugal. Non, mon amour, c'est toi qui vas passer en tôle, pour les 20 prochaines années. Le procès de janvier fut un opéra bouffe au palais de justice, avec juges en toge noire comme des corbeaux et journalistes en SM. J'étais cité comme témoin clé, vêtu d'un tailleur Chanel emprunté à une amie d'enfance ou une certaine Sophie, galeriste à Montparnasse, la seule que j'avais gardée dans mon cercle resserré. Élise, tu es une Amazone, me murmura-t-elle dans le couloir lambrissé, serrant mon bras. Sophie ignorait tout de ma renaissance, bien sûr, pour elle, j'étais juste une femme brisée qui s'était relevée. Sur l'estrade, face à Julien, je récitais mon monologue, date précise des virements, nom des complices Vos en tête, qui avait déjà démissionné de l'Assemblée dans un nuage de scandale, fuyant vers la Côte d'Azur avec sa queue entre les jambes. Monsieur Moreau m'a manipulé, volé, trahi, déclarai-je, voix ferme, les yeux dans les siens. Il baissa la tête, feignant la honte, mais je vis le calcul, appel, sursis, évasion peut-être. Le verdict tomba comme une guillotine, 10 ans ferme, plus restitution. La salle applaudit discrètement, dehors, les flashs crépitèrent. Claire, quant à elle, opta pour la fuite. Après son arrestation de Noël, elle sauta caution et disparut, laissant un mot laconique sur mon paillasson, je pars loin. Pardonne-moi si tu peux. Loin où? J'embauchai un privé, un ex-flic bourru nommé Leclerc, avec cicatrice au menton et accent marseillais, pour la traquer. 2000 balles, et je la trouve, m'dame. Il la localisa à Lisbonne, dans un appartement sordide de l'Alfama, se faisant passer pour une blogueuse voyageuse tout en vendant des ragots sur TikTok. J'y volai un week-end, prétextant un salon du livre au Portugal. La confrontation eut lieu dans un bar à Fado, où les voix plaintives des chanteuses masquaient nos murmures assassins. Claire, dis-je en m'asseyant en face d'elle, un verre de Porto intact devant moi. Elle sursauta, son maquillage waterproof coulant comme un masque de tragédie grecque. Toi? Comment? Peu importe. Signe les aveux complets au tout, le plagiat, les vols, ton rôle dans le suicide. Ou je te livre aux Portugais pour extradition. Elle pleura, supplia, invoqua notre enfance aux les poupées partagées dans notre HLM de Clichy, les rires sous la pluie. J'étais jalouse, Élise. Tu avais tout, le talent, l'homme, la vie. Moi, rien. Je la fixai, et pour la première fois, une pitié fugace me traversa. Était-ce ma sœur, ou juste un fantôme de trahison? La jalousie n'excuse pas le meurtre, répondis-je froidement. Elle signa, main tremblante, et je partis sans un regard en arrière, laissant le Fado hurler sa douleur pour elle. Mais le vrai twist guettait dans l'ombre, mon propre secret, celui que ma renaissance avait exhumé. Dans l'autre vie, avant la chute, j'avais découvert que j'étais enceinte au nom de Julien, mais d'un amant fugace,
un écrivain beatnik rencontré lors d'un festival à Avignon. Un enfant que j'avais perdu dans le stress du complot, et que j'avais pleuré en silence. Était-ce ce deuil qui avait scellé mon sort? Cette fois, je me jurais de ne pas répéter l'erreur. Pas d'amant, pas de faiblesse. Pourtant, lors d'une vernissage chez Sophie, je croisai les yeux de Marc, un sculpteur aux mains calleuses et au regard d'orage. Votre roman m'a secoué, Madame Lemoine. C'est comme si vous aviez vécu l'enfer. Son accent du sud, rauque comme un mistral, fissura ma carapace. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, errant le long de la Seine, et pour la première fois depuis ma renaissance, je ris vraiment. Marc devint mon ancre, sans le savoir. Il ignorait les abysses de ma vengeance, pour lui, j'étais Élise la survivante, celle qui transformait la douleur en article. Nos nuits étaient des interludes de tendresse, dîners de fromage et de confession dans son atelier de la rue de Birague, où l'odeur de plâtre se mêlait à celle du vin rouge. « Tu es une tempête, Élise, murmurait-il en traçant mes cicatrices invisibles. Mais la tempête ne s'arrête pas, elle dévore. Bientôt, les ombres de mon passé l'atteignirent. Un appel anonyme clair, sûrement, attention, ton amant est une veuve noire. Elle a tué son mari. Marc rit, me le raconta comme une anecdote, mais le doute s'insinua, poison lent. Parallèlement, la machine judiciaire broyait mes ennemis. Voss fut inculpé pour corruption, son empire immobilier villa à Cannes financé par Messou Océsie. Julien, de Fresnes, tenta un suicide raté, ingérant des somnifères volés à l'infirmerie. La presse s'emballa, le mari trahi tente de se pendre vengeance d'une épouse outragée. J'apparus à la télé, interviewé par une journaliste acérée de CNews, Madame Lemoine, n'êtes-vous pas allé trop loin? Je souris à la caméra, lèvres peintes en rouge sang. La justice n'est pas une promenade aux Tuileries, madame. C'est un combat. Et j'ai gagné la première manche. Les sondages me portaient au nu, 68% des Françaises me voyaient comme une icône féministe, un mélange de Simone de Beauvoir et de Lisbeth Salander. Pourtant, les décisions controversées s'accumulaient, me rongeant comme un ulcère. J'avais choisi de ne pas révéler publiquement l'avortement à mon deuil secret, mais de l'utiliser comme levier privé contre Claire, la forçant à confesser un faux témoignage sur une hystérie que j'aurais eue enceinte. Était-ce éthique? Non, mais la revanche ne l'est jamais. Une nuit, après une dispute avec Marc, dis-moi la vérité, Élise, es-tu vraiment clean? Je m'effondrais sur mon lit, sanglotant. La lune sur Belleville semblait me juger, et je me demandais, si je gagnais tout, que resterait-il de moi? Le printemps pointa son nez, fleuri et trompeur, avec les cerisiers du Luxembourg en explosion rose. Claire fut extradée, jugée en mai pour complicité de fraude. Lors de l'audience, elle craqua, hurlant depuis le box, c'est elle qui m'a forcé. Élise est un monstre, revenu d'entre les morts pour nous détruire. La salle frémissante, le juge tapa du marteau. Silence. Allégation diffamatoire. Mais le mal était fait, les tabloïds titrèrent la sœur maudite, malédiction ou folie. Marc me serra contre lui ce soir-là, ignore-les. Tu es ma réalité. Mais dans mes rêves, Claire avait raison, j'étais un monstre, sculpté par la trahison. Le troisième millier s'achevait sur ce précipice émotionnel, Paris en fleurs masquant les épines qui me lacéraient. La vengeance approchait de son apogée, mais à quel prix pour mon âme? L'été 2024 enveloppa Paris d'une canicule suffocante, comme si la ville elle-même étouffait sous le poids des scandales que j'avais déchaînés. Les fontaines de la Concorde crachaient leur eau tiède en protestation, et les Parisiens, rouges et irritables, fuyaient vers Deauville ou la Bretagne, laissant la capitale à ses démons. Moi, je restais, ancré dans mon loft de Belleville comme une statue de Baudelaire, sculptée dans la pierre de la rancune. Le procès de Claire battait son plein au mois de juin, un théâtre absurde où les avocats s'égosillaient sous les plafonds voûtés du palais, et où chaque témoignage était une lame aiguisée. Elle plaida la victimisation, larmes de crocodile, ma sœur m'a manipulé depuis l'enfance. Elle m'a élevé dans la peur, me forçant à être son ombre. L'ombre? J'ai failli éclater de rire depuis mon siège de témoin. C'était elle, la sangsue, aspirant ma vie goutte à goutte. Quand vint mon tour, je montai à la barre avec la grâce d'une danseuse de l'opéra, vêtue d'une robe blanche immaculée au symbole ironique de pureté dans cette mare de boue. Votre honneur, Claire Duval n'est pas une victime, elle est une voleuse d'âme. Elle a plagié mes idées, couché avec mon mari, et comploté ma mort pour un héritage qu'elle convoitait. Je déballai les preuves, capture d'écran de ses messages à Julien, fais-la craquer,
je m'occupe du reste, relevé montrant ses achats frénétiques chez Hermès avec mon argent. La salle retint son souffle quand je jouai l'enregistrement en sa voix, suave et traîtresse, Élise et faible, Julien. Un petit push du toit, et c'est fini. Claire s'effondra, hurlant des insanités sur ma possession démoniaque. Le juge, impassible, prononça 8 ans, dont 2 avec sursis pour bonne conduite. Bonne conduite? Elle pourrirait à Fleury-Mérogis, rêvant de mes victoires. Dehors, la presse me lyncha au pas toutes, mais les ragots conservateurs de valeurs actuelles, Élise Lemoine, justicière ou tyranne? Une vengeance qui sent le règlement de compte féministe extrême. Les féministes, au contraire, me portèrent en héroïne sur Twitter, Élise Reine trending avec des mèmes de moi en armure. Marc, mon roc vacillant, me défendit lors d'un dîner aux innocents, ils ne comprennent pas, Élise. Tu as survécu à l'enfer. Mais ses yeux trahissaient le doute, la nuit, il se tournait et se retournait, hanté par les ombres que j'attirais. Notre amour, naissant comme un rosier sauvage, menaçait de s'emmêler dans les ronces de mon passé. Promets-moi que c'est fini, murmura-t-il un soir, nos corps enlacés sur des draps froissés. Bientôt, mentis-je, car la vraie bataille approchait, exposait le réseau entier, ce cancer qui rongeait les élites parisiennes. Voss, le député déchu, n'avait pas dit son dernier mot. Depuis son exil doré à Nice, il ourdit un contre-plan, employant des détectives pour fouiller mon passé. Ils déterrèrent l'avortement non comme un deuil, mais comme un secret honteux, Élise Lemoine, avortement clandestin et instabilité mentale. Le scoop atterrit sur un site d'extrême droite, anonyme mais viral. Mon téléphone sonna des heures, Sophie en panique, c'est faux, n'est-ce pas, des collègues distants. Marc, lui, me confronta dans l'atelier, marteau en main comme une arme. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Es-tu vraiment celle que je crois? Les larmes coulèrent, les miennes pour la première fois depuis la Renaissance. C'était une perte, Marc. Pas une honte. Mais il l'utilise pour me briser. Il me serra, fort, mais la graine du poison était plantée. Ma contre-attaque fut audacieuse, controversée, un live Instagram depuis le sommet de la Tour Eiffel, loué pour une performance artistique via un contact à la mairie. Devant des milliers de viewers, je lus un extrait inédit de mon prochain roman, Renaissance sanglante, une allégorie où une veuve enceinte affronte des loups en costard, les éventrant un à un. Puis, le coup de théâtre, ce n'est pas fiction. Voss, Moreau, Duval, ils m'ont volé une vie, un enfant. Et Paris mérite la vérité. J'eus cloadé les dossiers complets, contrats falsifiés, enregistrement de pots de vin lors de dîner au Plaza Athénée. Le net explosa, Mediapart reprit tout, titrant le scandale Voss-Moreau, une femme contre l'oligarchie. Voss fut arrêté à son yacht, menottes au poignet sous le soleil niçois. Vengeance pure, mais à quel coût? Des menaces anonymes pleuvaient, on va te finir, salope. Marc insista pour que je porte une arme illégale, mais française dans son pragmatisme. L'automne revint, chargé de vendanges amères. Claire, de sa cellule, m'envoya une lettre pas suppliante, mais venimeuse, tu crois avoir gagné? J'ai un secret sur toi, Élise. Celui de maman. Elle n'est pas morte en accident, c'était toi, au volant, ivre après une dispute. Mensonge? Dans l'autre vie, j'avais vérifié, accident banal, frein défaillant. Mais le doute s'insinua, corrosif. Était-ce une nouvelle boucle, un twist de destin pour me tester? Je creusai, embauchant Leclerc pour les archives. Vrai, maman avait bu, pas moi. Mais Claire avait planté la graine, et lors d'une visite conjugale à Julien oui, je vins le voir, pour le plaisir de sa défaite, il cracha, elle a raison. Et ton enfant? C'était le mien, avorté par vengeance contre notre infidélité. Bluff. Mais les mots lacérèrent. Ma décision la plus controversée vint alors, racheter les dettes de Claire via un fonds anonyme, pour la faire libérer conditionnellement non par pitié, mais pour l'attirer dans un piège final. Elle sortit en novembre, pâle comme un spectre, et je l'invitai à une réconciliation au café de Flore, là où tout avait commencé des années plus tôt. Assise face à face, Sartre et Beauvoir nous observant des murs, elle but son thé à la menthe d'une main tremblante. Pourquoi, Élise? Pour clore le chapitre. Signe ça, transfert total de tes parts sur ombre à moi, et un silence éternel. Elle signa, puis, dans un sursaut, sortit un couteau de sa poche au petit, pliant, volé en prison. Pour maman. Elle frappa, maladroitement, je l'esquivai, et Leclerc,
tapis dehors, intervint. Deuxième inculpation, tentative de meurtre. Tu es fini, Claire, dis-je tandis qu'on l'embarquait. Mais en la voyant partir, menottée, un éclat de notre enfance flasha, des rires, pas de haine. Étais-je le monstre? Marc et moi partîmes en week-end à Giverny, pour guérir. Sous les nénuphars de monnaie, il me demanda en mariage, bague simple en argent. Recommençons, Élise. Laisse-le passer aux ombres. J'acceptai, larmes aux yeux, mais intérieurement, le dernier acte bouillonnait. Le 4e millier s'achevait sur cette dualité, amour naissant, vengeance culminante. Paris, indifférente, continuait sa valse, mais mon pas de deux avec le destin s'accélérait. L'hiver 2025 frappa Paris comme une malédiction biblique, avec des tempêtes qui fouettaient la Seine en lames écumantes et des coupures d'électricité qui plongeaient les quartiers dans un noir d'encre, propice aux confessions tardives. Mon ventre s'arrondissait discrètement sous mes pulls lâches enceinte de Marc, 6 mois, un miracle que je protégeais comme un trésor volé au destin. Cette fois, on le garde, m'avais-je juré dans le miroir de la salle de bain, observant la courbe naissante qui effaçait les cicatrices de l'autre vie. Marc, aux anges, sculptait un berceau en bois de chêne dans son atelier, fredonnant des airs de Brassens. Notre petite Élise Junior, ou un garçon prénommé Victor, comme Hugo. Innocence. Mais moi, je savais, la boucle ne se fermait pas sans un climax, un cataclysme qui scellerait les comptes. Le dernier acte se joua en décembre, jour pour jour 2 ans après ma mort originelle le 15, mon 28e anniversaire, rebaptisé jour de renaissance. Julien, libéré en conditionnel pour bonne conduite l'ironie, après son suicide raté, organisa une fête surprise au Fouquet's, lieu du crime originel. L'invitation arriva par courrier, calligraphiée de sa main, « Viens, Élise. » Une trêve. Pour l'enfant. Bluff évident, il voulait me confronter, me briser devant témoin. Claire, sortie depuis un mois sous bracelet électronique, serait la alliée forcée dans son ultime gambit. Voss, en liberté surveillée, financerait le tout, rêvant de contre-chantage. J'acceptai, bien sûr, empoisonnant le vin d'avance. La soirée fut un bal masqué de l'hypocrisie. Les lustres du Fouquet scintillaient comme des diamants faux, et la clientèle huppée au banquier de la Défense, actrice à has-been buvait du veuve Clicquot sans se douter du drame. Julien m'accueillit, bras ouverts, costume sur mesure masquant sa maigreur carcérale. Ma chérie, tu rayonnes. La maternité te va si bien. Son baiser sur ma joue fut un serpent froid. Claire, à ses côtés, portait une robe rouge sang, ses yeux rougis par des larmes ou du maquillage. Félicitations, grande sœur. On peut. Oublier? Oublier? Je souris, toasting avec mon eau pétillante. À l'oubli, alors. Le dîner s'étira en on-dit, toast au foie gras, anecdote sur les vieux jours. Puis, le coup de théâtre, Julien glissa une enveloppe sous la table. Ton cadeau d'anniversaire. Les vrais papiers, annulation de tout, et un chèque pour le bébé. J'ouvris, feignant la surprise, non des papiers de divorce, mais un faux acte d'accusation, me désignant comme instigatrice des fraudes. Signe, Élise, ou sa part aux flics. Ton enfant grandira sans mère. Claire hocha la tête, complice, pour le bien de tous. Voss, à une table voisine, observait, son sourire carnassier prêt à bondir. C'est là que je lâchai mon cadeau, pas un revolver, pas un poison, mais la vérité nue, amplifiée. Mon téléphone vibrait, live stream lancé, relié à un écran géant que j'avais fait installer discrètement dans la salle privée. Soudain, les murs s'illuminèrent, vidéo des confessions de Claire, enregistrement de Voss négociant des dessous de table, et le clou, un extrait de l'autre vie, simulé par un deepfake maître moi, tombant du toit, voix hurlante leur nom. Vous m'avez tué. Maintenant, regardez-vous mourir. La salle paniqua, les invités hurlèrent, appelant la police. Julien bondit, visage déformé, espèce de folle. Mais les menottes claquèrent avant qu'il touche, agent en civil surgissant des cuisines mon piège, ourdi avec le Claire. Claire tenta de fuir, trébuchant sur sa robe, mais je l'attrapai par le poignet. Attends, petite sœur. Regarde la fin. Sur l'écran, le twist final, pas ma mort, mais leur document prouvant que Julien avait saboté les freins de la voiture de nos parents en 2015, pour l'assurance vie, forçant Claire à mentir pour couvrir. C'était toi, le monstre originel. Elle s'effondra, confessant tout dans un flot, il m'a promis. L'argent.
Pardon. Voss fut plaqué au sol, son cigare roulant comme une tête coupée. La police emporta le trio, sirène ululant dans l'avenue des Champs-Élysées, tandis que Paris, réveillé par les hélicos, titrait en urgence « Nuit de l'Opéra B, vengeance finale d'Élise Lemoine ». Dehors, sous la pluie de décembre, Marc m'attendait, ignorant le chaos. « Où étais-tu » Je l'embrassai, main sur mon ventre. À clore un livre. Nous marchâmes vers la Seine, les lumières de la ville dansant sur l'eau comme des promesses. La revanche était consommée, Julien et Claire, condamnés à perpétuité pour meurtre, Voss, ruiné et en fuite vers l'exil. Mais le vrai twist ? Dans cette boucle, je n'avais pas tué, j'avais guéri. L'enfant naîtrait au printemps, sous un ciel bleu, et je lui raconterais des histoires pas de trahison, mais de résilience, à la française, élégante, impitoyable, éternelle. Pourtant, au fond, une ombre persistait, étais-je vraiment libre, ou juste une marionnette d'un destin cyclique ? Tandis que nous rentrions, main dans la main, je jetai un œil par-dessus mon épaule. Paris me rendit mon regard, indifférent et complice. La boucle se fermait, mais les fantômes, eux, dansaient encore. Épilogue, 20 ans plus tard, lors d'un salon à Francfort, mon roman Renaissance remporta le Goncourt. Julien, vieilli en cellule, lut un extrait en secret, et pleura pour la première fois. Claire, en liberté conditionnelle, devint nonne dans un couvent de Provence, priant pour une absolution qui ne vint pas. Moi ? J'élevai mon fils, Victor, libraire comme son grand-père, et Paris resta mon amante fidèle. La vengeance n'est pas une fin, c'est un nouveau chapitre. Et le mien s'ouvrait sur la paix, enfin.